Bonjour à tous, bienvenue dans Dialogue littéraire. Ce mois-ci, ce seront 3 livres que vous allez découvrir. Le roman autobiographique de Colombe Schneck et le livre de Laurent Binet sur les coulisses de la campagne présidentielle de François Hollande. Mais tout de suite, on commence cette émission en compagnie de l'écrivain breton Bernard Beyroux, qui vit actuellement entre l'Irlande et la Bretagne. Ce voyageur passionné et curieux a fait de nombreux voyages qui ont nourri son inspiration pour l'écriture de ses différents romans. Il a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix Pierre Mocker pour Une saison en Irlande en 1996 et le prix des écrivains bretons pour Le voyage d'octobre en 2000. Récemment, il vient de publier Je vous écris d'Irlande, un abécédaire dans lequel Bernard Beyroux tente de nous faire partager son amour pour l'Irlande. Entre carnet de route, rappel historique et portrait étonnant, ce récit est avant tout nourri de ses vagabondages et de ses rencontres et forme une véritable déclaration d'amour à ce pays de forte identité, mais marqué par les blessures de l'histoire. Bonjour Bernard Beyroux. Bonjour. Je vous écris d'Irlande est votre dernier livre et il est paru aux éditions Dialogue. Ce n'est pas spécifié sur la première de couverture, mais lorsqu'on ouvre votre livre, on se rend compte que c'est un abécédaire. Pourquoi cette forme ? Disons que jusqu'à présent, j'avais écrit 3 autres livres précédents sur l'Irlande, sous des formes plus classiques, sous forme de carnet de route. Et là, j'ai voulu faire un panorama plus ou moins intime de mes humeurs irlandaises, de mes affinités aussi. Donc j'ai décidé de faire non pas un dictionnaire amoureux parce que ça englobe peut-être davantage, quelque chose de beaucoup plus complet, mais des choses très personnelles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi donc la forme de l'abécédaire qui me paraissait être la plus adaptée à mon désir. Vous parlez également des Irlandais, notamment à travers la notion d'amitié, et écrivez « L'amitié s'élève en tant que valeur fondamentale du lien collectif, comme si elle n'était finalement qu'un antidote contre la solitude, la tristesse et la mort. » Comment avez-vous vécu cela lors de vos voyages en Irlande ? J'ai découvert tout de suite un peuple chaleureux. Je suis arrivé en Irlande pour la première fois, c'était en 1972, je n'ai pas bien souvenir des dates. On est parti avec 3 copains, j'étais assez jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Et donc, c'était en décembre, donc à une époque très intéressante, beaucoup plus que l'été. Et là, j'ai découvert donc un peuple absolument incroyable. Donc, ce qui m'avait surpris, c'est que d'emblée, on pouvait connaître quelqu'un en s'asseyant près de lui dans un pub ou dans la rue, etc. Il n'y avait pas du tout de suspicion. Et pourtant, l'Irlande de cette époque-là était en haillons, c'était extrêmement pauvre. Mais ça m'a beaucoup marqué. Et c'est sans doute un des attachements que j'ai pour l'Irlande, entre autres. En littérature, vous n'évoquez ni Joyce ni Beckett, alors que vous donnez la part belle à Nicolas Bouvier, Michel Déon ou Pierre Joannon. Quelle fut votre démarche dans l'évocation de la littérature ? Il est clair que si j'avais voulu mettre beaucoup d'autres écrivains, ça aurait été un inventaire d'écrivains, ça aurait pu être un abécédaire très varié. Alors volontairement, je me suis dit... je ne vais pas mettre les écrivains irlandais. Ils sont tellement connus. L'Irlande est une terre de littérature depuis toujours. C'était une arme de combat contre l'oppresseur anglais. Donc, je n'ai pas voulu mettre Yeats, Joyce, Beckett, Shaw, et puis d'autres comme William Trevor, John McGahn. Ils sont immensément connus. L'Irlande a eu 4 prix Nobel au XXe siècle, ce qui n'est pas rien pour un peuple aussi, pour une population de 3-4 millions d'habitants. Donc, j'ai choisi de placer des écrivains étrangers qui ont eu rendez-vous avec l'Irlande à un moment donné et avec lesquels j'avais des affinités, soit que je les connaissais personnellement, comme c'est le cas pour Michel Déon, ou soit que je les ai rencontrés ne serait-ce qu'une ou 2 fois, comme Nicolas Bouvier par exemple. Et voilà, donc je dois être à peu près 4 ou 5 écrivains, donc, et qui sont, je redis, des grands écrivains, tous pour la plupart, c'est-à-dire des écrivains qui sont des écrivains à part entière par leur style, par leur langage, par leur œuvre. Poursuivons à présent en compagnie de Colombe Schneck, longtemps journaliste télé sur Canal+ et iTélé, et actuellement chroniqueuse radio sur France Inter. Elle a déjà écrit 5 romans qui ont été sélectionnés et récompensés par plusieurs prix littéraires, et elle vient de sortir son dernier livre, La Réparation. Colombe Schneck, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous parler de La Réparation, votre 5e roman, paru aux éditions Grasset en août dernier. Il s'agit d'un roman autobiographique qui se plonge dans l'histoire de votre famille, une histoire bouleversante et tragique puisque liée à la Shoah et au ghetto de Kovno en Lituanie, et une histoire qui a été tue durant toute votre enfance et que vous avez découverte petit à petit en enquêtant, en remontant le temps et en fouillant les mémoires.
Alors tout d'abord, quelle est la place de ce livre dans votre œuvre littéraire ? Je dirais qu'elle est très importante. Enfin, je crois qu'à chaque livre, j'ai le sentiment que c'est un livre très important. Mais celui-là, j'ai le sentiment qu'il se cachait derrière tous mes livres précédents, qui étaient présents de façon plus ou moins masquée. J'avançais vers cette histoire-là que je devais raconter un jour et que j'étais enfin capable de raconter ces 3 dernières années. Voilà. L'histoire que vous racontez dans ce livre, celle de la famille de votre grand-mère maternelle durant la guerre, vous la soupçonniez, on peut même dire que vous la ressentiez, mais vous ne la connaissiez pas. Alors, à quel moment et pourquoi avez-vous décidé de mener cette enquête ? Alors c'est venu de façon très progressive, très lente, je dois dire, puisque je savais, je connaissais l'histoire des familles juives pendant la guerre, donc je savais bien que ma famille avait un lien avec la Shoah. Il y a une dizaine d'années, il y a 14 ans, j'étais enceinte de mon fils, et ma mère m'a dit d'un ton extrêmement gêné, est-ce que si jamais tu as une fille, tu pourrais lui donner comme second prénom Salomé, celui de ma cousine, dont il ne reste rien. Et puis j'ai eu un fils, ma mère est morte, et quelques années après, j'étais enceinte d'une fille. Et presque par hasard, 15 jours avant la naissance de ma fille, je me suis souvenue du souhait de ma mère. Et donc j'ai appelé ma fille Salomé, on l'a nommée ainsi. Et tout d'un coup, j'ai réalisé à sa naissance que je lui faisais porter une histoire terrible que je ne connaissais pas. Et que ce n'était pas possible. Ma fille a 9 ans, donc j'ai mis quand même très longtemps à me dire que j'étais capable d'entendre l'histoire et de la raconter. Aujourd'hui, de nombreux auteurs écrivent sur la Shoah. On assiste à un phénomène d'appropriation de cette mémoire par le biais de la littérature. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on a à présent un certain recul qui permet une parole qui était impossible il y a quelques années ? Oui, c'est exactement cela. Je crois que 70 ans après, les survivants, ceux qui sont revenus de la mort, sont capables, sont prêts à parler, peuvent parler, mais il y a aussi le temps nécessaire pour les enfants et les petits-enfants d'être prêts à entendre. Parce qu'une des grandes difficultés, c'est aussi de ce que racontent les survivants, c'est que non seulement ils avaient du mal à parler, mais qu'en plus on ne les entendait pas, on n'était pas capable de les entendre. Le titre de votre roman, La réparation, fait écho à un chèque que votre grand-mère avait reçu d'Allemagne en réparation. Est-ce qu'il n'évoque pas également votre propre réparation ? Et est-ce que l'écriture de ce livre a permis de guérir quelque chose en vous ? Oui, cette réparation a plusieurs acceptations. Effectivement, cette réparation, c'est le chèque que ma grand-mère reçoit. C'est ce coup de fil que je reçois il y a 2 ans. Maintenant, vous savez que Jacques Chirac a reconnu la responsabilité d'État français dans les mesures anti-juives prises pendant la guerre. C'est aussi cette phrase de David Grossman que j'ai mis en exergue de mon livre, qui dit que quand on met ses mots propres, c'est ça qui est important, ces mots propres sur quelque chose sur le pire possible, on n'en est plus victime. Je crois que ce livre m'a permis, et j'espère que c'est le cas aussi pour mes enfants, de nous séparer de cette histoire, de la clore, d'enterrer cette petite fille. Cette petite fille qui s'appelle donc Salomé, qui naît, je sais qu'elle est née aujourd'hui en mars 1937 en Lituanie. Elle est morte en octobre 1943 à Auschwitz. Elle est enfin pour moi une absente. Elle était un fantôme. Il ne restait rien d'elle. Aujourd'hui, j'ai une date de naissance approximative, une date de mort, j'ai une photo d'elle, même 2. Elle est enfin enterrée. Terminons à présent notre émission en compagnie de Laurent Binet. Ce dernier a été professeur de lettres en région parisienne, une expérience dont il a écrit un livre, La vie professionnelle de Laurent B. En 2010, il a écrit son premier roman, H, qui narre l'assassinat de Reinhard Heydrich, l'un des piliers du régime nazi, un livre grâce auquel il a obtenu le prix Goncourt du premier roman. Récemment, de juin 2011 au 6 mai 2012, il a suivi pas à pas les coulisses de la campagne présidentielle de François Hollande. Il en a tiré un livre, Rien ne se passe comme prévu, un récit subjectif de cette campagne. Laurent Binet, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Rien ne se passe comme prévu, un ouvrage paru aux éditions Grasset en août dernier, qui livre un récit subjectif et chronologique des coulisses de la campagne présidentielle de François Hollande, ce qui vous a valu le surnom du Yasmina Reza, du candidat socialiste, à la sortie de votre ouvrage. Et pourtant, ces 2 ouvrages sont très différents, aussi bien par leur forme que leur angle de vue. Est-ce que ces différences sont avant tout liées au fait que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont 2 personnalités très différentes, selon vous ? Non, je ne suis pas sûr. Je pense que vraiment le parti pris de Yasmina Reza était de faire un portrait, et moi c'était vraiment de
d'étudier les coulisses d'une campagne. Et donc ma question n'était pas qui est, la question à laquelle j'ai essayé de répondre, n'était pas qui est François Hollande, mais comment ça marche une campagne. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'importance du terrain. C'est vrai que moi, j'ai jamais été... j'ai été concerné politiquement, mais jamais été militant politique, j'avais jamais suivi de campagne sur le terrain, et donc j'avais l'impression que ce qui comptait maintenant, c'était essentiellement la télé, les médias. Voilà, je pensais qu'entre un meeting avec 3000 personnes face à une émission de télé où il y en a 3 millions ou 10 millions qui regardent, le meeting n'avait aucune importance. En fait, si, le terrain a beaucoup d'importance, d'abord parce que c'est le seul moyen pour les candidats d'être au contact de la réalité, de rencontrer des vrais gens. Et puis aussi, le côté rockstar en tournée. C'est vrai que les candidats qui se déplacent, en tout cas Hollande que j'ai suivi, partout où il passait, c'était juste le délire dans la foule, le délire des journalistes qui se battaient pour... enfin, c'était un truc très très étonnant, très spectaculaire, dont je me serais jamais douté en fait. À travers ce récit, François Hollande apparaît comme un personnage très différent de l'image qu'ont pu donner les médias. Comment est-ce que vous le qualifieriez ? C'est avant toute chose une machine politique. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, d'une très grande efficacité recherchant l'efficacité. Quand les gens lui parlaient, je voyais bien comment dès que les gens, si les gens répétaient un petit peu ou voulaient lui expliquer quelque chose et que ça prenait trop de temps, il s'impatientait parce que lui comprenait très vite et il n'avait pas de temps à perdre et donc il disait oui c'est bon j'ai compris et passait à autre chose en fait. Est-ce que ces traits de caractère lui ont selon vous permis de s'ajuster à la fonction difficile qu'est celle du président ? Je ne sais pas s'il y a des traits de caractère qui sont... je crois qu'il faut... la qualité principale, c'est l'intelligence politique. Ensuite, disons, Nicolas Sarkozy a été très différent. Bon, moi, je peux pas dire que j'ai aimé la présidence de Sarkozy, mais disons, en tout cas, des personnalités très différentes peuvent arriver au pouvoir. Le fait qu'il n'ait pas d'état d'âme, humainement, c'est quelque chose qui peut le rendre dur et parfois ingrat, avec des gens qui ont pu le soutenir ou l'aider et qu'il a pu laisser tomber ou qu'il a pu ne pas récompenser. Mais en même temps, c'est vraiment un atout politique parce que, par exemple, il n'est pas susceptible, quand il a l'intelligence politique, de pardonner à ses ennemis, de pardonner à des gens qui lui ont craché dessus, comme les Fabiusiens par exemple, les Fabius, Guillaume Bachelet, sans aucun ressentiment. Il les a pris avec lui quand il a eu besoin d'eux. Ça, je trouve que c'est une qualité politique assez forte. Et bien voilà, Dialogue littéraire, c'est terminé pour ce mois-ci. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Kenavo! Thank you.